Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du lundi 30 novembre. Au sommaire aujourd'hui, Catherine Labouchère sur notre plateau, la présidente de la Fédération des hôpitaux vaudois, à l'occasion de faire le point sur la coordination interne de tous les hôpitaux de la région. Et puis en images, retour sur les premières votations lyonnaises organisées pour les jeunes de 16 à 18 ans. Retour en images dans les coulisses, c'est Joël Brunner qui nous y emmène. En sport, rencontre avec l'ancien joueur du Servette FC, Daniel Soares, évidemment très à l'aise de ses pieds et pour jongler jusqu'à la tête. En culture, rencontre avec le groupe Alios en plateau. Ils nous présentent leur nouvelle EP comme des gangsters. La pandémie a bouleversé le quotidien et l'organisation interne des établissements hospitaliers. Au cœur des régions, la Fédération des hôpitaux vaudois est un acteur clé dans l'organisation sanitaire vaudoise. On en parle aujourd'hui avec la présidente Catherine Labouchère. Bonjour. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors justement, cette fêtière, quel a été son plus grand rôle durant toute cette période ? Je pense que son plus grand rôle a été celui de coordonner. Coordonner au moment du départ de la crise, coordonner tout au long de la crise et de faire remonter les besoins des hôpitaux au niveau du canton et de travailler à ce qu'il y ait des réponses rapides. Ouais, des réponses rapides qu'il a fallu trouver au jour le jour parce qu'on en apprend encore. Justement, quel bilan est-ce que vous faites de cette première vague ? Alors de la première vague, si vous voulez, le bilan que j'en fais, c'est que vraiment il a fallu se retrousser les manches à toute vitesse pour pouvoir mettre les choses en place le plus rapidement possible pour faire face à une situation exceptionnelle avec des cas qui arrivaient dans les hôpitaux où il y avait une logistique énorme et je vous rappelle, il y avait un manque de matériel et puis il a fallu organiser aussi avec notamment la France l'arrivée des frontaliers, les possibilités pour parce qu'il y a quand même entre 30 et 40% de personnel frontalier qui est dans les hôpitaux de la région de la Côte, en tout cas, et il fallait qu'ils arrivent. Quand vous avez les frontières fermées, il faut des autorisations de sortie, de rentrée, toute une logistique pour les gens qui veulent rester sur place, etc. En plus de ça, le matériel aussi, être sûr que les hôpitaux aient le volant de trésorerie nécessaire pour payer les employés à la fin du mois de mars. Enfin, vous voyez, tout ça fait qu'il y avait de multiples champs d'action et la coordination a été le maître mot de la fêtière. Qu'est-ce qui était le plus dur à gérer dans tout ça, dans toute cette coordination ? Parce qu'il y avait beaucoup de messages. Parfois, on avait l'impression qu'ils se contredisaient aussi. C'était quoi le plus difficile ? Oui, je pense que surtout, dans ce genre de choses, il faut garder la tête parfaitement claire et froide en disant mettre les priorités. Quelles sont les priorités pour qui, comment ? Parce qu'il est vrai que chacun des hôpitaux, évidemment, il y avait des tensions plus fortes dans certains que d'autres parce qu'il y avait plus d'arrivées de patients. Comment faire ? Comment les coordonner entre eux ? Comment imaginer aussi la suite ? Donc, je pense, en gros, si vous voulez un mot, c'est de se dire tout est possible. Mais dans le cadre du possible, qui a besoin le plus rapidement d'effets pour pouvoir prendre en charge au mieux les patients ? Parce que c'est ça qui est important. La logistique, elle est faite pour le bien des patients. Alors évidemment, vous voulez un message rassurant et calme, posé. Vous appelez à la responsabilité des gens sans les affouler. Mais vous dites pourtant avoir perdu le fil le 23 octobre. Je vais y arriver. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que dans la première vague, tout le monde cet été s'est dit tant mieux, ça se calme, les cas descendent, c'est parfait, etc. Et puis, à la fin de l'été, les cas ont commencé à remonter. Mais on disait, bon, on a suggéré des cas plus nombreux. Et tout d'un coup, ça a été exponentiel. Et quand c'est exponentiel, mais vous perdez le traçage. Et vous ne savez plus véritablement où sont les gens qui sont malades, comment arriver à pouvoir les isoler, voire les mettre en quarantaine, tous. Et puis évidemment, après, les cas augmentent pour arriver à vraiment, le 2 novembre, à 1600 cas par jour dans le canton, ce qui était énorme quand on sait que le seuil épidémiologique
épidémiologique est à 200. Du coup, ça peut paraître un peu inquiétant pour la suite parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les choses sont à flux tendu. Cette deuxième vague, là, la réouverture des commerces, des activités, Noël, on va se retrouver en famille. Donc, comment être optimiste dans tout ça parce qu'on sait que forcément, ça va recommencer? Alors écoutez, moi je crois qu'il ne faut pas passer un message vraiment qui soit catastrophiste parce que les gens n'y croient pas. Et puis c'est pas responsable non plus. Moi j'en appelle à la responsabilité des gens pour les gestes barrières. C'est pas très compliqué. Le masque, le gel, les distances sociales. Si tout le monde joue ce jeu-là, on voit bien, avec les mesures qui ont été prises ces derniers temps, les cas baissent. Et après, évidemment, les hospitalisations vont baisser. Pourquoi? Parce qu'on sait toujours qu'il y a un temps de latence entre le fait d'être un cas positif et les cas qui arrivent dans les hôpitaux. Et puis quand ils sont dans les hôpitaux, généralement, ils restent longtemps. Donc en fait, c'est pour ça que les hôpitaux sont encore très très pleins maintenant. Et que si on ouvre trop vite et qu'on se laisse aller, alors qu'on est dans une période d'hiver, où on est beaucoup plus confiné que l'été, évidemment, les cas vont réaugmenter, donc les mesures seront plus sévères. Donc, prudence, mais pas catastrophiste, parce que les gens ont le droit de vivre, et je pense que c'est assez normal qu'on puisse avoir besoin de relations sociales, mais mesurées et en respectant les consignes. Votre avis sur le vaccin ? Alors, mon avis sur le vaccin, elle est positif pour autant que ce soit accepté, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires confirmés. On ne connaît pas encore la durée de protection. Et puis, je rappelle aussi une chose, c'est que pour vacciner, même s'il n'y a que la moitié de la population vaudoise qui décide de le faire, c'est 400 000 personnes, avec 2 injections chaque fois. Ça veut dire 800 000 injections. Et il faut du personnel qualifié. Il faut du personnel pour traçage, il faut du personnel des hôpitaux. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, les hôpitaux ont la capacité d'accueillir tous ces vaccins et de les administrer ? Disons, pour l'instant, on imagine la logistique, mais elle n'est pas encore complètement tracée parce que le numéro 1, c'est d'avoir la disponibilité du vaccin et le vaccin sûr. Alors, de manière plus personnelle, vous terminez vos fonctions tout prochainement, vous remettrez vos fonctions en avril. J'imagine que tout ça, c'était aussi une sacrée challenge. Vous avez beaucoup appris, mais c'est votre expérience qui vous a aidé, j'imagine. Écoutez, je pense que l'expérience et la connaissance du terrain m'ont permis de garder le calme aussi, parce que quand vous arrivez dans une fonction, vous ne connaissez pas les choses, et bien évidemment, c'est beaucoup plus stressant. Moi, je connaissais quand même l'habitude, j'ai un très très bon secrétariat général, je sais que le personnel, les médecins, toute la logistique dans les hôpitaux, c'était des gens sur lesquels on pouvait compter. Et ça, c'est quand même un plus et qui a permis de faire face et qui nous permettra de faire face. On sait que plusieurs choses ont aussi été corrigées, les EMS, notamment de la région, qui se sont sentis plus délaissés. Ah bah oui, parce qu'évidemment, c'est extrêmement lourd que les gens qui sont en EMS, évidemment, on a mis un gros accent sur les hôpitaux. Et puis, si vous voulez, il y a une population dans les EMS qui ne comprend pas toujours ce qui lui arrive. Et quand il faut isoler des gens très âgés qui ne puissent plus voir leur famille, pour eux, c'est vraiment extrêmement lourd, d'autant plus qu'on peut mettre en place les visioconférences, tout ce qu'on veut, mais ça ne remplace jamais l'humain. Ouais, et pour revenir justement à votre cas personnel, c'est des situations qui vous ont, je crois, particulièrement touché. Oui, ça m'a beaucoup touchée. Ça me touche comme aussi les personnes très âgées avec les soins à domicile, parce que je pense que là, on a une responsabilité pour tous les âges. Et moi, je veux ces antagonismes, les jeunes contre les vieux, j'aime pas l'entendre, parce qu'on est une société multiple et tout le monde a droit à de l'attention. Ces antagonismes, on le voit, jeunes, personnes âgées, économie, culture, économie, santé. Comment faire pour que tout ça puisse allier au mieux vers l'avant ? Je ne pense pas qu'il faut d'opposition. Il faut trouver des moyens d'arriver à collaborer ensemble, sachant que cette crise, tout le monde en subit un peu les conséquences. Et il faut essayer de ne pas négliger un secteur, parce que ce secteur qui se sent négligé aura des réactions très fortes. Et puis ça, c'est pas juste non plus. Donc notre rôle, c'est ma casquette peut-être de politique, essayer de trouver des moyens qui permettent si ce n'est contenter tout le monde, parce que ça on le fera jamais, mais disons de trouver des solutions et d'être les gens qui cherchent des solutions.
Alors, chaque semaine, vous avez des réunions justement pour coordonner tous ces hôpitaux. Aujourd'hui, l'urgence, le plus gros besoin, c'est lequel? Alors, c'est le personnel, parce que le personnel, d'abord, il a été quand même très fatigué. En plus de ça, il y a certains personnels qui sont malades et il y a beaucoup de quarantaines. Et alors là, comme vous l'avez vu, il y a des appels qui ont été faits pour pouvoir chercher des personnes retraitées, chercher toutes les bonnes volontés avec une formation, parce que c'est clair qu'on ne peut pas mettre aux soins intensifs des gens qui sont pas formés, mais la logistique aussi qui a eu lieu avec la protection civile et l'armée, toutes les bonnes volontés, mais aussi tous les professionnels doivent se mobiliser pour ça. En même temps, c'est nécessaire de faire marcher l'économie. Donc on ne peut pas aller en opposition. Et c'est peut-être là la question, la quadrature du cercle, parce que ce n'est pas toujours facile. Catherine Labouchère, présidente de la Fédération des hôpitaux vaudois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, madame. Retour dans les coulisses du dépouillement des premières votations organisées à Nyon pour les 16-18 ans concernant les objets soumis à la votation populaire du 29 novembre. Malgré un faible taux de participation, les organisateurs s'estiment satisfaits de cette première. On va y arriver. Aujourd'hui, il y a eu lieu le dépouillement de la première votation consultative avec 56 bulletins sur 436 envoyés. 56 bulletins, ça représente un peu plus de 10% de participation. Est-ce que vous êtes satisfait? Ça représente exactement 12,8%. On est très contents, même si c'est peut-être pas autant qu'on l'espérait. C'est déjà une participation et le fait que les gens se prononcent, que les jeunes se prononcent, c'est déjà très important. On ne s'attendait pas à ce que ça soit un succès immédiat. On ne s'attend pas non plus à ce que les jeunes votent plus que leurs aînés. On espère que ce nombre va augmenter. On s'est posé la question de savoir si, dans les temps actuels, il fallait lancer cette première votation, mais je crois qu'il fallait y aller. Pourquoi la ville de Nyon a lancé ce mouvement, a permis aux jeunes de s'exprimer, de voter? C'est quelque chose qui est très rare en Suisse. Il faut dire qu'il y a un conseil communal qui a déposé un postulat auquel la municipalité a répondu positivement. Je crois que voter, ça s'apprend. On se lamente souvent sur le peu d'engagement des jeunes citoyens sur ces objets de votation. Mais je crois qu'on peut pas recevoir une enveloppe puis du jour au lendemain adhérer à cette manière de faire. Mais je pense que ça s'apprend. Je pense que la ville de Nyon a envie d'entrer dans ce processus de l'apprentissage du vote. Du reste, on doit maintenant mettre en place des actions avec le Conseil des jeunes, qu'on remercie d'ores et déjà pour leur engagement actuel, mais aussi avec les écoles ou d'autres biais d'autres acteurs plutôt qu'on pourrait trouver dans la population lyonnaise. Quelle tendance s'est dégagée au niveau des résultats? Alors pour les deux, majoritairement oui. Et beaucoup plus majoritairement sur l'objet des entreprises responsables qui a été largement accepté par les jeunes. Je pense qu'on voit la sensibilité aux causes écologiques des jeunes aujourd'hui qui seront très largement démontrées dans ce résultat de vote. C'est important pour les jeunes de donner leur voix parce que c'est nous bientôt qui allons hériter de ce monde et on remarque que c'est majoritairement nos aînés qui votent et pas nous. Pour les moins de 30 ans, vraiment, on a moins de la moitié qui va voter. Et étant donné que c'est nous qui allons gérer ce monde, qui allons en hériter, c'est vraiment à nous qu'il faut qu'on soit présent pour ces votations pour qu'on puisse vraiment avoir un monde qu'on aimerait avoir et pas qu'on doive réparer les pots cassés des générations précédentes et que les générations futures aient la même chose à faire avec nous. Il a joué dans la première équipe du Servette FC en Super League et il affole désormais les réseaux sociaux. Daniel Suarez, salut, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Tu réalises des vidéos où tu montres tes qualités footballistiques sur Instagram, sur TikTok. Tout a commencé très récemment. Explique-nous comment ça a commencé. Alors, tout ça, c'est dû à un manque de foot en moi. Depuis 2017 que je ne joue plus en club. J'ai bossé 5 ans entre-temps, depuis 2015 jusqu'en 2020. Fin 2019 plutôt, dans les assurances. Et pendant ce laps de temps, je regardais les F2 Freestyler sur YouTube, leurs vidéos folles, vraiment remplies de bonnes choses. Et
C'est ça, tu fais du C'est foot là où- freestyle finalement, et on va C'est regarder ça. un petit C'est pas du tout extrait. freestyle. Ouais. C'est vraiment lié plus au football qu'au freestyle, comme on voit les gens comme Was Freestyle, comme Sean Freestyle, qu'on connaît tous. Ça, pour moi, c'est des aliens du freestyle. Moi, je suis plus accentué sur le football, sur les frappes, sur quelques skills, mais pas à ce niveau du freestyle quand même. Ouais, un style bien à toi avec des frappes de balles. Ouais. On regarde tout de suite un petit extrait. Donc là, j'ai juste mis au ralenti une deuxième fois. Et cette vidéo, elle a cumulé plus de 15 millions de vues sur les réseaux sociaux. Sur 4-3-3, exactement. Oui, exactement. Qu'est-ce qui te plaît dans cette discipline? Déjà, d'avoir autant de visibilité, d'avoir des likes de grandes Mhm. personnalités, non On va seulement en du parler, football. ouais. Voilà. Moi, ce que je voulais, c'est, comme j'ai dit au début, la moitié des choses que l'F2 produisait, moi, je me disais, ça, je peux le faire. Ça aussi, il y a des choses que non, c'est clair et net. Hein. Il y a des Parce choses qu'il qu'il faut une grosse qualité technique. Voilà. C'est quoi la Et la technique frappe, pour ça a avoir une toujours frappe été, comme ça? voilà, la frappe, ça a toujours été un peu mon point fort quand j'étais joueur. La technique, mais beaucoup plus la frappe. Je dirais que c'est de l'entraînement. Moi, pour ma part, j'ai choisi comme exemple Ronaldo. Cristiano Ronaldo, sa manière de frapper, elle est incroyable. Avec le coup du pied où ça donne des trajectoires assez aléatoires au ballon, c'est juste hallucinant. Et c'est justement ce que tu essayes de faire finalement. Hein. Oui. Frapper fort pour que le ballon prenne des effets Moi, j'ai plusieurs ahurissants. façons de frapper. Alors, Ouais. j'ai celle-ci, j'ai l'effet contraire, que je gère bien. Ça aussi, c'est beaucoup de temps d'entraînement, je dirais. Après, j'expliquerai en tutoriel, c'est justement mon but, c'est de montrer ce que je sais faire et par la suite apprendre aux personnes qui désirent apprendre par des tutos. Ouais, c'est un la de tes manière, projets pour chaque façon de frapper, exactement. pour la suite, exactement. Qu'est-ce que tu peux envisager? Tu as 80 000 suiveurs, ça allait très très vite, hein, puisque tu as commencé en début d'année. Quels sont tes projets pour la suite? Vivre de ça peut-être dans un deuxième temps? Oui, alors, moi, j'ai pas pu vivre de ma passion, parce que ma carrière, elle a duré très peu de temps. Voilà, 1 an, grosso modo, au Servette FC. Maintenant, j'aimerais bien en vivre de cette façon-là. On sait tous que les réseaux sociaux, si ça explose au niveau des chiffres, on a une certaine visibilité. Donc oui, on peut faire de l'e-commerce avec, créer sa marque, faire des collaborations avec de grandes marques. Oui, ça, on peut. Là, c'est encore trop tôt, j'ai vu. Par contre, j'ai vu qu'autour de moi, ça vit très bien de ça. Donc pourquoi pas un jour lancer ma propre marque. Et tu as des petits coups de pouce, tu as des petits likes tout simplement Oui. de la part de très grands joueurs. Oui. Hein. Bruno Fernandes, un de tes Voilà. idoles, le numéro Voilà. 10 portugais. Sergio Ramos, il y a d'autres noms aussi? Angel Di Maria, Rivaldo, à plusieurs reprises sur Fox Brésil. C'est une chaîne un peu comme 4-3-3, mais avec moins de followers. Ils ont 4-5 millions. Rivaldo, souvent, il y a Vinicius Junior de Tottenham qui vient très régulièrement Franck aussi. Ribéry aussi. qu'on Franck connaît Ribéry tous. sur la page 4-3-3, sur Ouais. une de mes vidéos aussi. Angel Di Maria, j'ai déjà dit. Sergio Ramos. Ouais. Qu'est-ce que ça te Oui, fait? Ouais, Sergio Ramos qui devrait s'inspirer de tes frappes, hein, notamment pour les 2 derniers pénaltys qu'il a tirés. Qu'est-ce que ça te fait de voir ces c'est noms-là? énorme, c'est énorme. C'est comme j'ai dit il y a peu de temps, j'ai joué à la Praille, j'ai marqué à la Praille un goal. C'était énorme, vraiment comme sensation. J'en ai eu les larmes aux yeux. Mais là, c'est beaucoup plus fort. Ouais. Là, c'est des joueurs que je vois moi-même à la télé, qui jouent la Champions League, champion du monde. Et ils ont appuyé Et sur ils le, voient, ouais. sur le like, sur ma vidéo, c'est incroyable. Ouais. Ouais. Est-ce que tu as pu créer un contact peut-être avec certaines personnes du milieu footballistique? Dans le milieu footballistique, pas tellement. Mhm. Pas tellement des grandes personnalités, non. Ok. Par Mais dans contre, d'autres milieux sportifs? Oui, en MotoGP, Fabio Quartararo, qui était premier il n'y a pas si longtemps que ça, il est un petit peu descendu, mais il est jeune. Pour moi, c'est le plus gros prodige MotoGP. Et puis, on a pris contact parce qu'il a suivi un de mes tutos sur le Ouais. Flick-Up Neymar, Il Ronaldinho. a réussi? Il a dit qu'il allait m'envoyer les résultats, mais jusqu'à présent, pas encore. Donc, je ne sais pas s'il a réussi, mais il aime le ballon. Il joue au ballon avant de courir. Tout Parlons- ça, c'est vraiment quelqu'un qui aime le foot. Ouais, en parlant de la réussite de ces gestes techniques, est-ce que Oui. toi, tu réussis souvent du premier coup? Combien de temps est-ce qu'il te faut pour réussir notamment la séquence qu'on a vue là, par exemple? La séquence qui Celle est... qui a été vue plus de 15 Ouais, fois. alors celle-là, je pense qu'une bonne heure. Une bonne heure. Le temps d'aller chercher les ballons, etc. aussi, ça prend du temps, mais la vidéo a duré 1 heure. Mais tu joues avec un seul ballon, hein? Non, j'en ai plusieurs de Ok, ballons. Ouais, ok. j'en ai plusieurs de ballons. Et tu as une petite préférence pour le ballon? J'ai une préférence, j'aime beaucoup les Jabulani, les 2006, Coupe du Monde. Pourquoi? Ça, parce que ça, c'est des ballons, on tape dedans, on fait ce qu'on veut avec. Si on veut donner un petit peu un coup de banane, ça prend l'effet qu'on veut. Ouais. Si on veut des trajectoires folles, aléatoires,
la 2006, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Qu'est-ce Vraiment. qu'on peut te souhaiter finalement pour la suite, que ça marche, que ça continue d'exploser finalement? Bah, moi, je vais continuer le jour au jour à faire ce que j'aime faire, en espérant que ça va continuer à plaire aux gens, et puis beaucoup plus. Et ton pseudo Instagram, c'est D9 Freestyle, C'est ça. sur TikTok aussi. Exactement. Et puis d'autres réseaux, c'est important, les réseaux? Oui, c'est important. Mhm. Pour le moment, j'ai fait uniquement Instagram, TikTok. Mhm. J'ai démarré gentiment récemment YouTube pour placer des tutos. Là où je voulais en venir, les tutos frappent. On va voir. Pour le moment, c'est uniquement ça. Peut-être qu'aussi sur YouTube, je mettrai des vidéos avec des personnalités que je pourrais rencontrer, comme Fabio, d'autres joueurs encore de foot, Exactement. mais pas professionnels, mais qui sont aussi dans les réseaux. Bon, on te souhaite que ça continue Voilà. comme ça. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Daniel Suarez. Merci Joël. Très bien. Comme des gangsters, c'est le nouvel EP d'Alios avec nous sur le plateau façon Bonnie and Clyde. Salut, comment ça va? Bien, merci. Ça va bien. Et toi? On garde la morale, c'est ça. On fait reste vivre la positif. culture, c'est le plus Exact. important. Exactement. Alors, comme des gangsters, c'est le tout nouvel EP. Qu'est-ce que vous avez souhaité en faire de cet EP? Alors, bon, à la base, on pensait sortir un album entier là, à l'automne, et puis on s'est dit que c'était un peu risqué, parce qu'on ne peut pas du tout le défendre sur scène. Donc on s'est dit, mais on ne va pas ne rien sortir non plus. Donc on a décidé de faire ce petit album de 5 chansons. Et on est très contents, on a quand même pu faire pas mal de promos autour de cet objet, et puis avoir le retour des gens. Donc je pense que c'était nécessaire, en fait, d'avoir ce petit bout d'album qui annonce la suite. Ouais, est-ce que l'idée, c'est justement que cette EP devienne un disque? Oui, c'est l'idée en fait. C'était vraiment, on s'est dit soit on fait rien et on reste chez nous et les gens n'ont pas de nouveautés, etc. Soit on essaie de rester un peu vivant et puis de garder ce lien. Donc on a trouvé ce compromis en fait d'une première mise en bouche avant. Les chansons sont là, on les a, on a la suite. Simplement, voilà, on voulait pas que ça tombe, qu'ils sortent pour rien. Ouais, alors vous avez eu la chance de pouvoir enregistrer le clip juste entre les deux confinements à Paris, en France. Comment ça s'est passé? Où c'était exactement? C'était en région parisienne, je ne sais plus comment s'appelle le bled, à 30... C'était un petit 30 bled. kilomètres. Attends, ça me reviendra. Ça, tu vas trouver, mais un nom très improbable. C'était dans ce hangar, en fait, qui représente un peu cette tanière de gangsters qui se retrouvent. Donc voilà, on a pu juste tourner ça en une journée et tout le monde était bien, en bonne santé, donc c'est bon. Ouais, j'ai l'impression que c'est un univers qui change un peu de ce que vous aviez l'habitude de faire. Vous le ressentez aussi? Qui change, je sais pas, chaque album c'est une nouvelle aventure et puis c'est une nouvelle esthétique aussi. C'est vrai que nous on écrit, on compose, mais on s'entoure toujours pour la production. On travaille avec des réalisateurs qui vont mettre le vernis en fait et puis la couleur qu'on a envie de mettre au moment T. Donc là on avait envie de travailler avec une équipe, enfin c'est deux garçons qui sont du groupe Puggy, un groupe belge. Romain et Ziggy, et donc c'est avec eux qu'on a créé un peu l'emballage. Ils ont participé vraiment à la patte de ce nouvel album, quoi. On a vraiment, en fait, à la base, on a fait des essais avec plein de producteurs différents, des gens suisses, en Belgique, en France, des gens connus, pas connus, et puis c'est vraiment avec eux que la mayonnaise a pris. Et du coup, il y a un nouveau souffle, c'est sûr. Mais je ne pense pas que ce soit radicalement différent de ce qu'on fait. On découvre ce nouveau souffle comme des gangsters en images et on revient tout de suite après. Et si on quittait le monde, un instant, une seconde, trouver une bonne étoile, pas de demi-mesure, prendre en filature, nos rêves en cavale, comme des gangsters sans itinéraire, à tourner tout en dérision. On espère garder les pieds sur terre. Oh, dis-moi comment faire. On s'aime à l'envers, à l'agonie. À l'agonie. Alors c'est carrément un bol d'air frais, ça vous fait du bien aussi de vous revoir ces images, pardon. C'est un bon souvenir de tournage, on s'est vraiment éclaté. Je disais justement qu'un qui est derrière, qu'on voit qui représente un peu Mesrine, c'est le réalisateur du clip qui a une gueule incroyable et qui est un très très bon réalisateur, Jesse Notola. Donc oui, c'est des bons souvenirs. Ouais. Comme des gangsters façon Bonnie and Clyde, pourquoi? Bah, je sais pas, en fait on avait cette idée, les chansons on les a écrites avant ce qui s'est passé et étonnamment, que ce soit J'ai oublié ou celle-ci, elles ont une saveur un peu particulière avec les événements.
parce que là, c'est vrai qu'on a un peu tous envie de se retrouver, de se rassembler, puis de s'aimer à l'agonie, c'est ce qu'on dit dans la chanson. Du coup... Puis il y a toute l'imagerie de ces duos de gangsters qui nous font fantasmer, Thelma et Louise et tout ça, nous, on trouve ça rigolo. Puis on aime bien aussi un petit peu jouer avec les... Comment on va dire que l'habit ne fait pas le moine. Nous, typiquement, on nous trouve toujours très mignons, très polis et tout ça, mais on a tous une part de gangster en nous. On est toujours les derniers couchés, enfin voilà. Donc on s'amuse un peu avec ça aussi. Pour revenir un peu à cette période, vous faites beaucoup de live en ce moment. C'est aussi une façon de faire de la promo, non seulement dans les radios, parce que vous avez beaucoup tourné, mais aussi à la maison. Un moyen aussi de garder le contact avec votre public. Comment ça se passe ? Alors on essaie de pas trop en faire justement parce que pendant la première vague surtout c'était très saturé je trouve sur les réseaux. Tout le monde était un peu en mode promotion alors qu'il n'y avait pas forcément autre chose à promouvoir. Donc on essaye quand même de faire avec parcimonie. Là on a vraiment décidé, on a fait 5 mardis pour 5 chansons, c'est les 5 chansons de cette EP. Et l'idée c'était de présenter au public qui nous suit les chansons mais de façon différente. Déjà de les jouer acoustiques et puis d'en parler, de raconter un peu la jeunesse des chansons et tout ça. Donc le dernier ce sera finalement pas un mardi parce que demain on est sur un autre plateau, mais mercredi à 18h, on fait notre dernier Facebook Live de ces 5 mardis, 5 chansons. Oui, ça garde un espèce de contact qu'on ne peut plus avoir avec la scène. On n'a quasiment pas joué depuis le mois de mars. Et c'est vrai que nous, on est nourris de ça aussi. On est nourris de l'énergie que les gens nous renvoient et puis de cet échange. Donc on était un peu là chez nous, on se disait, mais tout ce qu'on fait, ça perd son sens. Donc voilà, c'est un petit moyen d'avoir un peu des retours et d'offrir aux gens, puis les gens nous rendent. Mais c'est un peu l'ambiguïté de cette période, c'est que d'un côté il y a tous ces gens qui nous disent mais merci de maintenir parce que ça nous fait du bien et tout ça, puis en même temps ça met du temps à reprendre sa place dans les discussions politiques et tout ça, donc je trouve que c'est très, d'un côté on est très important pour les gens mais en même temps pas suffisamment important pour être ouvert avant les magasins, donc il y a toujours une espèce de sentiment bizarre. Et vous avez d'ailleurs un message de soutien, mais on en parle d'ici quelques instants. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez changé aussi votre manière de travailler ? Parce que forcément, sans être en studio, est-ce que vous créez d'autres choses autrement ? Enfin, comment ça se passe ? On n'a pas été très créatifs pendant cette période. Non, mais il faut savoir nous, on a fait notre confinement artistique justement l'année d'avant, parce qu'on a beaucoup travaillé en studio, on s'est mis en autarcie, on a écrit à la montagne nos chansons, on a écrit presque 40 chansons, plus tout ce qu'on écrit pour les autres. Donc on était plutôt dans une phase où on était dans l'élan, quoi. On allait sortir et puis être actif. Donc ça nous a un peu coupé dans notre élan, justement. Donc on n'a pas été plus créatif que ça, à part dans d'autres projets. Xavier, il écrit des livres et puis il a finalisé exactement. Ouais. Exact. Ouais, là, il y a un autre roman qui est terminé. Moi, et puis on a écrit pour du théâtre. Pour une pièce de théâtre, des paroles de chansons. Enfin voilà, on a fait quand même des trucs. Mais en tout cas, pour Alios, on avait plutôt besoin de sortir et d'aller retrouver les gens. Ouais. Et puis une façon de retrouver les gens, c'est surtout un appel au soutien. Avec cette campagne, on voit à l'image derrière vous, pour les fêtes, soutenez les artistes suisses. Qu'est-ce que c'est ce logo, cet emblème ? Alors c'est un animateur radio qui m'a soufflé l'idée. Et puis c'est vrai que ayant beaucoup de temps forcé en ce moment, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de mon temps pour aider un peu les artistes suisses de façon globale. Et l'idée, c'était vraiment de choisir un jour, un peu comme, je sais pas, le Black Friday, mais là, c'est vraiment pour la musique suisse, donc ce sera demain, 1er décembre. Et beaucoup mieux que le Black Friday. J'espère bien. C'est l'idée. Mais au lieu d'acheter pour Noël, c'est encourager les gens, au lieu d'acheter pour Noël des bêtises sur Amazon et d'enrichir Amazon, pourquoi pas acheter les goodies, les disques, les t-shirts, etc., soutenir la scène suisse. Donc l'idée, c'est que cette petite image réalisée par mes soins, comme j'ai pu, c'est de la poster vraiment sur tous les réseaux sociaux pour donner envie aux gens d'être curieux et de se dire tiens, oui, en effet, je pourrais acheter, pourquoi pas, un disque d'Alios ou un disque de, je sais pas, Thierry Romanence, plutôt que d'acheter un objet qui est fait en Chine. Les revenus des artistes aujourd'hui, dans la musique, dans ce qu'on fait dans la musique actuelle, c'est surtout des concerts, c'est des droits d'auteur et c'est des ventes en fait. Et on nous enlève tous les concerts, ce qui fait qu'il y a moins de droits d'auteur et ce qui fait qu'on ne peut plus vendre. Parce que dans les magasins, il n'y a rien et il faut savoir que le streaming, ça rapporte que dalle aux artistes. Vraiment, c'est une vaste arnaque, ça, pour nous. Vous vous sentez un peu délaissé justement par l'économie, par les autorités aujourd'hui ? Délaissés, je ne sais pas. Puis nous, on n'est pas les plus mal lotis parce qu'on est bien structurés. Donc, au niveau des aides, on peut être aidé, nous, en tant qu'on a un pourcentage de notre salaire qui nous est garanti pour l'instant. Donc, après, c'est tout un écosystème qui va se fragiliser. Et évidemment, ça va ravager une bonne partie de la culture, je pense, si ça continue comme ça. Mais c'est surtout que les salles soient les dernières à rouvrir, des choses comme ça. Ça, c'est vrai que pour moi, c'est pas compréhensible quand je vois qu'on s'entasse dans des trains le matin. Surtout qu'il n'y a eu aucun cluster dans ces salles. Toutes ces salles ont fait des efforts colossaux vraiment pour
bien gérer cette crise. Et puis, c'est quand même eux les premiers fermés et eux les derniers qui souffrent. Donc ça, c'est difficile. Mais c'est pour ça que voilà, on fait des petites opérations. Celle-là, on l'a appelée Buy Swiss Music Day. C'est vraiment le jour où, si vous achetez de la musique suisse, vous allez juste faire super du bien aux gens. Et puis, il suffit de poster cette image et d'encourager les gens à acheter, soit sur votre merch si vous êtes artiste, soit vos amis, leur dire, et si on achetait de la musique suisse, quoi. Ouais, une façon de soutenir les artistes de la région, il le faut, comme des gangsters. Alios, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci pour l'accueil, comme d'hab. Parfait, ça va ? C'est tout pour cette quotidienne du lundi 30 novembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Demain, 1er décembre, Noël approche. Bonne suite de programme sur New Région Télévision.